Hop là. Eh bien, écoutez, nous sommes partis pour ce webinaire environnement. Premier peut-être d'une longue série. On verra en fonction de vos besoins et de vos demandes. J'avais souhaité faire ce webinaire à thématique environnement, un premier sur une thématique plutôt large, la réglementation ICPE. Donc, on va aujourd'hui revoir les bases, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut comprendre, où il faut chercher, etc. Et pour ce faire, j'ai à côté de moi un spécialiste de la chose, Fabien Pourpry, qui se présentera, qui est le délégué général, secrétaire général. On appelle ça des secrétaires généraux, voilà. Secrétaire général d'Apora, qui est une association avec laquelle on a l'habitude de travailler, puisque je crois que lui-même faisait partie des instances confiées à la genèse. Tout à fait. D'Apora il y a 50 ans. Voilà, un contron aussi. Donc un spécialiste de la réglementation ICPE qui pourra présenter toutes les choses aujourd'hui. Je crois qu'il y a le président d'Apora qui est également à côté de vous virtuellement. Dominique, si tu es là, tu as le bonjour. Écoutez, sans plus attendre, je vous propose de débuter cette première séance. Donc à nouveau, une première séance d'1 heure sur les bases des ICPE. On l'a pas appelé ICPE pour les nuls parce que vous êtes loin d'être nuls, etc. Mais on va revenir vraiment sur des thématiques de base, quitte demain à démultiplier ce genre d'événements et à aller plus en profondeur suivant les sujets du jour. Voilà. Fabien, je te propose en 2 mots de te présenter quand même un peu plus que ce que j'ai fait, et puis on débute après. Eh ben merci Luc. Donc effectivement, je suis Fabien Pourpry, secrétaire général d'Apora. Apora, c'est une association de conseil en environnement industriel qui, comme le rappelait Luc, a 50 ans en 2022. Et dont la vocation, c'est d'aider, conseiller, représenter les industriels de tout secteur d'activité sur toutes les questions qui relèvent de l'environnement au sens large du terme, dont les installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà. Donc Interpro, et comme le disait Luc, effectivement, la métallurgie en 1972 a fait partie des membres fondateurs d'Apora, au même titre que d'autres secteurs et d'autres fédérations professionnelles comme la chimie, le textile ou le papier, mais une association d'industriels à destination des industriels. Voilà, et bien écoutez, on débute sur le cœur du sujet. On va partager avec vous une petite présentation que on vous renverra à l'issue. Hop là, celui que je dis ça pour qu'elle n'apparaisse plus. Alors, je vais fermer ça. Voilà. C'est toujours comme ça. Alors, on va fermer un autre truc. Voilà. Hop là. Hop là. Et normalement, sur vos écrans, vous voyez la même chose que nous. Hop là. On fait juste nos petits aménagements. Merci Luc. Donc effectivement, un webinaire sur les installations classées pour la protection de l'environnement, orienté effectivement sur les fondamentaux et les bases des installations classées. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est les installations classées, de quoi s'agit-il exactement? Et pour commencer à répondre à cette question, on va faire un tout petit peu d'histoire, rapidement, pour voir un petit peu comment est-ce que la réglementation autour des installations industrielles s'est faite en matière d'environnement. Et tout commence finalement, il y a quelques temps déjà, en 1794, avec l'explosion d'une poudrerie rue de Grenelle à Paris, qui a fait de nombreux dégâts et de nombreux décès. Et la prise de conscience à l'époque des pouvoirs publics locaux que des risques peuvent être associés à des activités industrielles et qu'il fallait donc finalement délocaliser des centres-villes les activités à risque.
ce qui aujourd'hui pose peut-être d'autres problèmes en termes de maîtrise de l'urbanisation, mais c'est un autre sujet. Et puis, après 1794, il y a eu un décret impérial à la suite de cet accident qui a créé une première nomenclature et un premier régime d'autorisation par le préfet. Les établissements à risque ne pouvaient alors fonctionner qu'après avoir obtenu l'autorisation du préfet. Et c'est toujours aujourd'hui ce régime d'autorisation qui subsiste et qui prévaut dans le droit des installations classées. En 1917, 100 ans plus tard, ce droit s'est enrichi avec un nouveau régime déclaratif pour les établissements qui étaient moins dangereux. Et puis ensuite, on a eu une succession de consolidation de ce droit, la création notamment aussi du ministère de l'Environnement en 1971. En 1976, la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui est encore aujourd'hui celle qui a complètement structuré le droit des ICPE en France, qui s'est, au fil des années et au fil des transpositions réglementaires, enrichi. J'évoque ici les directives Seveso, mais il y en a bien d'autres. Alors, c'est quoi une installation classée pour la protection de l'environnement? Eh bien, c'est au niveau industriel, l'emploi ou le stockage de produits dangereux, l'exercice d'une activité ou l'exploitation d'un équipement qui rentre dans une rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui est susceptible de nuisances environnementales. C'est-à-dire que le législateur a établi une liste évolutive d'activités qu'il perçoit comme étant possiblement source de nuisances sur l'environnement. Alors ça veut dire quoi, source de nuisances sur l'environnement? Ça veut dire qu'en fonctionnement chronique, fonctionnement de tous les jours. Il peut y avoir des consommations d'eau qui peuvent avoir une incidence sur les ressources, il peut y avoir des rejets d'eau qui peuvent avoir des conséquences sur les milieux, il peut y avoir des rejets atmosphériques qui peuvent avoir des conséquences sur la qualité de l'air, il peut y avoir la production de déchets, la production de bruit, et tout type de nuisance qu'une activité génère de façon, je dirais, un peu fatale, tous les jours. Et puis, incidence environnementale aussi possiblement en mode accidentel. Voilà. Parce qu'en mode dégradé, on sait que le risque zéro n'existe pas, et bien une activité peut être source d'un incendie, d'une explosion, d'un déconfinement accidentel, d'une émission de composés toxiques à l'atmosphère. Et donc, le législateur a établi cette liste de ces activités susceptibles de nuisances qu'il convient donc de cadrer et de réglementer. Et donc, qu'est-ce qui fait loi finalement en la matière? C'est la nomenclature des installations classées, mais on verra tout à l'heure un peu plus dans le détail comment se structure cette nomenclature. Voilà. Et puis après, sur le principe, à partir du moment où on a une activité qui correspond à une des rubriques listées dans la nomenclature, eh bien, on peut être soumis à différents régimes administratifs qui vont être de plus en plus contraignants en fonction de l'ordre croissant des incidences environnementales supposées qu'ils sont susceptibles de générer. Alors on part du régime finalement le plus sympa, qui est le plus simple, c'est le régime finalement de non-classement, où il se passe pas grand-chose. Et puis, on va progressivement avoir des contraintes et des pressions administratives de plus en plus fortes sur un régime de déclaration, puis de déclaration avec contrôle, d'enregistrement et d'autorisation, avec des autorisations particulières pour des rubriques soit dites IED, qui est en fait une série un peu spécifique d'activités qui sont associées à une transposition réglementaire d'une directive européenne, et puis les établissements dits Seveso, qui sont là susceptibles de risques majeurs associés aux substances et aux mélanges dangereux qu'ils mettent en œuvre. Alors j'en profite juste pour préciser, parce que la question m'arrive, c'est pas parce qu'on est non classé au niveau ICPE qu'on n'a pas de réglementation environnementale à appliquer. Tout à fait, tout à fait. Il y a des réglementations qui viennent s'incrémenter en plus suivant les niveaux que Fabien vient de nous décrire, mais il y a quand même une base réglementaire à appliquer même quand on est non classé. Alors Fabien, comment est-ce qu'on fait pour savoir comment on est classé? Eh bien, la première des choses à faire, effectivement, Luc,
c'est d'aller regarder la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette fameuse nomenclature des ICPE qui liste, je disais tout à l'heure, environ 300 rubriques, un petit peu moins de 300 rubriques, alors ça évolue, hein, effectivement, cette liste est mise à jour régulièrement et adaptée régulièrement au gré, on va dire, du retour d'expérience, voilà, et des décisions du ministère de l'Environnement. Il faut regarder la nomenclature des installations classées, finalement, et regarder si à un moment donné, les activités que vous mettez en œuvre, les produits ou les mélanges que vous stockez ou les équipements que vous mettez en œuvre sont susceptibles de rentrer par une des 4 portes de la nomenclature des installations classées. Alors, les 4 portes, c'est finalement les 4 séries de rubriques qui sont précisées là et qui figurent à l'écran, sachant que chaque rubrique et chacune des 300 rubriques est identifiée par un code à 4 chiffres. Voilà. Alors, il y a une première série qui est la série des 1000 sur les substances et les produits dits hors Seveso. Il y a la série 2000 où là, on va voir tout ce qui est activité, process, procédés industriels. Idem dans la série des 3000 avec les activités dites IED, puis enfin la série 4000 avec les rubriques Seveso où là, on va viser l'emploi, le stockage de substances et de mélanges dangereux. Dangereux parce qu'il y a des effets physico-chimiques, dangereux parce qu'il y a des dangers sur l'environnement ou dangereux parce qu'il peut y avoir des effets sur la santé humaine. Voilà. Et donc, il faut regarder la nomenclature des installations classées. On verra tout à l'heure un petit peu comment est-ce qu'elle se structure. Hein. Et pour chacune des rubriques, eh bien, le législateur a détaillé l'activité concernée en essayant de décrire le plus précisément possible le libellé de l'activité pour être certain que vous ayez tous les éléments en main pour apprécier le fait que vous rentriez ou pas dans le périmètre concerné d'activité. Et puis ensuite, des critères de classement. Voilà. Critères de classement qu'on détermine soit en stock, un volume maximum présent, une puissance présente, ou en flux, c'est-à-dire une consommation journalière ou une consommation annuelle qui va permettre de dire si oui ou non on rentre dans la rubrique. Et en fonction de ce paramètre de classement, qui est finalement un seuil qualitatif, hein, un seuil quantitatif, hein, c'est binaire, on dépasse ou on ne dépasse pas, et ben, il va y avoir les différents seuils qu'on a évoqués tout à l'heure qui vont s'appliquer à vous. Voilà. Alors la structure de la nomenclature, effectivement, elle est organisée selon ces 4 grandes familles. Et pour la partie ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais la partie des rubriques 2000, qui est celle des activités, va en fait venir concerner et viser effectivement les différents grands secteurs industriels. Donc il va y avoir les secteurs agricoles, le secteur agroalimentaire, le secteur des textiles, le secteur du bois et du papier, le secteur de la métallurgie spécifiquement, et on verra tout à l'heure quelles sont les rubriques à cibler prioritairement. Ensuite, le secteur de la chimie et de la parachimie, et ensuite le secteur des déchets. Voilà. Donc il faut bien évidemment rentrer et regarder la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Je la trouve où, cette nomenclature? Alors la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, elle est accessible, alors officiellement dans le Code de l'environnement, parce que c'est une annexe à un article R511-9 du Code de l'environnement. Donc, en fouillant un petit peu sur Légifrance vous allez pouvoir la retrouver. Sinon, il y a un site internet qui est très intéressant et que je vous invite très régulièrement à utiliser si vous avez des interrogations sur ces questions-là. C'est le site AIDA INERIS. Voilà. Sur le site AIDA INERIS, vous avez la possibilité d'avoir accès à toute la réglementation, et en particulier la réglementation installation classée pour la protection de l'environnement. Il faut avoir une approche de navigation un peu particulière. Il faut bien avoir une approche de navigation thématique pour, par accès thématique, avoir accès directement aux installations classées et la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Voilà. Parfait. Alors, je ne sais pas si on peut montrer un petit peu, le lien va être actif ici. Normalement. On croise les doigts. Le lien sera dans la... Non, par contre, vous ne voyez pas ce que je vois à l'écran. Donc, on va
Ouais. On va revenir là. Hop. Bon. Il y aura le lien effectivement dans la présentation qui vous sera remis et vous allez pouvoir avoir accès directement à cette fameuse nomenclature des installations classe C. Je refuser le contrat de licence. Qu'est-ce que c'est que ça? Accepte-le. Pourquoi c'est revenu? Voilà. C'est bon. J'ai dû pas appuyer sur forcément le bon bouton, excusez-moi. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Et donc pour chacune de ces rubriques, effectivement, donc il y a un libellé qui va fixer un certain nombre de critères et de règles de classement. Voilà. Et il y a donc des règles de base qu'il faut effectivement essayer d'appliquer pour être certain de savoir comment est-ce qu'on se positionne et si on est vraiment classé et si notre activité est classable. Bien évidemment, dans un premier temps, il faut cibler les rubriques associées à son cœur d'activité. Voilà. On verra tout à l'heure pour la métallurgie, les rubriques principales qui vont concerner vos activités, ça va être les rubriques 2500 quelque chose, voilà, principalement. Donc, ça va vous permettre effectivement de cibler votre cœur de métier. Voilà. Et donc ensuite, derrière, le confronter à la structure de la nomenclature pour identifier les rubriques principales. Et ensuite, en regardant le détail d'une rubrique, il va y avoir des seuils quantitatifs. Par exemple, pour le travail mécanique des métaux, vous allez être classable si vous dépassez une puissance électrique installée pour l'ensemble des équipements fonctionnant simultanément et concourant au fonctionnement de l'activité de travail des métaux. Et les seuils, ça va être soit plus de 150 kW de puissance installée, soit plus de 1000 kW de puissance installée. Voilà. Alors, généralement, il faut toujours essayer de considérer effectivement cette quantité et ce flux en termes de maximal susceptible d'être présent. Voilà. C'est un petit peu l'approche pénalisante de la règle. En tout cas, si vous êtes demain confronté à un inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement, en l'occurrence l'ADREAL, qui est chargé du contrôle des installations classées, ce qu'il va vous opposer, effectivement, c'est toujours le stock ou la quantité ou le flux maximal susceptible d'être présent. Voilà. Donc, si vous avez une activité qui doit être classée par rapport à un volume de bains de traitement de surface présent, par exemple, il faut bien considérer le volume cumulé de l'ensemble de vos bains, le volume max, pas forcément l'approche de dire bon ben voilà, j'ai 3 bains, il y en a 2 qui fonctionnent 90% des temps, puis j'en ai un que je fais fonctionner de temps en temps, donc c'est bien l'intégralité du volume qu'il faut considérer. Voilà. Et puis l'autre règle de base également, c'est sauf cas particulier et sauf cas contraire. Vous avez bien compris que de toute façon, on est dans le cadre de la législation française. Donc, comme tout droit, toute législation, il y a comment dirais-je, une kyrielle d'exceptions qui vont venir confirmer la règle. Ceci étant, à l'échelle d'un établissement industriel, la règle, c'est pour une seule et même rubrique, il va falloir sommer les quantités présentes. Voilà. Donc, vous avez plusieurs bains de traitement de surface, il va falloir sommer les volumes de vos différents bains. Voilà. Vous avez des quantités un peu dispersées dans différents ateliers de liquides inflammables, par exemple. Et bien, il va falloir sommer l'ensemble de vos liquides inflammables, généralement à l'échelle de votre établissement, pour savoir si oui ou non vous dépassez le seuil quantitatif qui est établi dans la rubrique et dans le critère associé à la rubrique qui vous concerne. Voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Alors, l'idéal, c'est qu'on puisse dérouler la présentation et que vous puissiez utiliser le chat. Mais comme je n'avais pas donné cette règle du jeu avant, Monsieur Mellet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bonjour. Ça sera ma seule question pour le moment. Est-ce que cette histoire pour sommer, ça fonctionne aussi pour les locaux de charge de batterie? Alors non, c'est l'exception qui confirme la règle, bien évidemment.
les locaux de charge de batterie. Alors, il y a une position assez ancienne du ministère de l'Environnement qui doit dater des années 2000 qui dit la chose suivante. Aujourd'hui, la rubrique 29-25, en l'occurrence, qui est l'activité de charge de batterie ou d'accumulateur, elle rentre dans le giron de la nomenclature des installations classées parce qu'elle vise à réglementer un risque d'explosion. Effectivement, dans certains cas particuliers, quand il y a des batteries qui ne sont pas forcément étanches, il peut y avoir production d'hydrogène au moment de la charge. Voilà. Et ce risque, cette production d'hydrogène, l'hydrogène étant un gaz explosible, inflammable, il peut y avoir effectivement un risque d'incendie, d'explosion associé à cette production d'hydrogène. Donc, ce risque, il va bien évidemment être localisé dans un atelier. Si vous avez, à l'échelle d'un établissement, plusieurs ateliers distincts dans lesquels sont implantés différents chargeurs, il faudra sommer les puissances des chargeurs de l'atelier, mais pas de l'ensemble des différents ateliers. Voilà. Vous avez cette possibilité finalement de ne pas sommer à l'échelle de l'établissement pour notamment cette rubrique, puisque le risque hydrogène, en l'occurrence, est quand même localisé à l'échelle de l'atelier et pas à l'échelle de l'ensemble de l'établissement et des différents ateliers. Très bien, merci. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat, comme ça nous permet de pouvoir regrouper des questions qui pourraient être similaires derrière. Donc Fabien, j'ai bien compris. Donc il y a différentes rubriques. Je trouve les seuils en fonction des rubriques. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe quand je bascule, quand j'ai la chance ou la malchance de franchir un seuil? Alors il y a plusieurs conséquences. Il y a tout d'abord une conséquence administrative avant la mise en service. Il y a 3 obligations différentes en fonction de 3 régimes et de 3 seuils différents. Alors la première contrainte administrative, un premier niveau de conséquence, c'est si vous relevez de la déclaration, voilà, ou de la déclaration avec contrôle, avant la mise en service de l'activité, avant la mise en service du stockage, avant la mise en service de l'équipement, pour la rubrique concernée, vous devez faire une télédéclaration sur le site servicepublic.fr dans lequel vous allez déclarer effectivement pour telle ou telle rubrique ICPE un certain niveau d'activité. Sur ce site service public, eh bien, vous allez devoir décrire les conditions de fonctionnement, rapidement un certain nombre d'éléments descriptifs périphériques sur les conditions d'aménagement de l'activité, et puis fournir quelques plans avec des échelles réglementaires à bien respecter qui positionnera l'installation dans son environnement proche et un tout petit peu plus lointain. Voilà. Et une fois que vous avez fait cette démarche qui se fait relativement simplement et facilement sur le site service public, immédiatement, le système va vous délivrer une preuve de dépôt. Et cette preuve de dépôt va être la justification auprès de l'administration que vous avez bien fait en bonne et due forme votre déclaration, et donc vous allez pouvoir faire fonctionner votre installation classée. Voilà. Alors tu dis, Fabien, ouais. Évidemment, dans les règles du jeu, c'est j'ouvre une nouvelle installation ou je grossis et je fais au préalable ma déclaration. Oui. Bon, peut-être vous aurez la malchance de découvrir à travers ce webinaire que vous étiez classé à niveau déclaration sans forcément le savoir. Il vaut mieux que je déclare, il vaut mieux que je continue à faire l'autruche. L'Adréal n'écoute pas ce webinaire. Non, écoutez, le conseil de bon sens, c'est bien évidemment de ne pas faire l'autruche. Le conseil de bon sens, c'est peut-être avant d'ouvrir les portes et de faire du tout déclaratif, c'est de commencer un petit peu à comprendre quelles sont les conséquences précises de ce positionnement nouveau qui vous soumet à un régime de déclaration. Voilà. Parce que derrière, et on le verra juste après, ça c'est le premier niveau, mais il y a un autre niveau qui est un niveau d'obligation de respect de contraintes d'aménagement et de performance environnementale qui font que effectivement, si on se déclare trop vite, trop tôt, il peut y avoir effectivement des contraintes par rapport à du non-respect de certaines prescriptions réglementaires qui seront finalement rendues officielles. Ceci étant, j'attire quand même votre attention sur le fait que, en cas d'accident, voilà, sur un établissement industriel qui ne serait pas forcément en conformité vis-à-vis de ses obligations déclaratives
ou d'autorisation vis-à-vis des installations classées, il y a bien évidemment la responsabilité qui est engagée. Voilà. Et il vaut mieux, en toute transparence quand même, faire la démarche d'être en conformité et donc de déclarer ces activités. Si vous apercevez effectivement de façon un petit peu non prévue qu'une de vos activités relève de la déclaration, eh bien, essayez d'aller voir l'arrêté ministériel de prescription générale qui s'applique derrière, essayez de cerner avec l'appui de l'UIMM, voire d'APORA dans un second temps, voire de tout autre organisme de conseil, quelles sont les conséquences de ce classement, puis ensuite, bien évidemment, de faire la régularisation auprès des services administratifs. Ça marche. Voilà. Donc, déclaration. Déclaration, premier niveau, c'est pas le plus contraignant. Vous avez compris que en quelques clics, alors je résume un petit peu la chose, mais en quelques clics, on a sa preuve de dépôt, on peut fonctionner. Derrière, il y a l'autre régime, le régime supérieur au régime de la déclaration, qui est le régime d'enregistrement. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus complexe, puisque pour fonctionner, il faut avoir déposé préalablement un dossier d'enregistrement qui est un formulaire CERFA, qui a nouvellement été mis à jour par le ministère, dans lequel vous allez notamment décrire l'activité, décrire ses conditions d'exploitation et d'aménagement, décrire ses performances environnementales, mais aussi et surtout dans ce dossier, décrire votre niveau de conformité, alors le niveau de conformité de votre activité ou de votre projet, au regard de l'arrêté ministériel de prescription générale qui s'applique à la rubrique en question. Voilà. Et ce dossier doit être instruit par l'inspection des installations classées, en l'occurrence la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui dispose de différentes unités départementales en département et qui sont chargées de faire la police de l'environnement. Et donc cette instruction est au moins de 5 mois, et à l'issue de cette instruction qui intègre une phase de consultation publique, vous allez pouvoir avoir un arrêté préfectoral d'enregistrement qui officiellement vous donnera la possibilité et l'autorisation de mettre en service votre installation classée. Voilà. Et vous avez compris qu'entre la déclaration et l'enregistrement, on franchit un palier, on change de division. Voilà, si je fais une comparaison. Et on change de division également encore si on bascule sur le régime encore plus contraignant qui est le régime de l'autorisation préfectorale, où là aussi il y a un document CERFA officiel à renseigner, mais il y a aussi et surtout un dossier de demande d'autorisation environnementale. Et ce dossier de demande d'autorisation environnementale, il est relativement conséquent puisque, au-delà de la description de l'activité, de ses conditions d'exploitation et d'aménagement, il faudra intégrer une évaluation environnementale en mode chronique. Quelles sont les conséquences du fonctionnement de mon activité sur la faune, la flore, les eaux superficielles, les eaux souterraines, la qualité de l'air ambiant, les voisins exposés au bruit, aux odeurs, au trafic routier, etc., etc. Dans ce dossier, également une étude de danger qui devra évaluer les conséquences d'un fonctionnement dégradé de l'installation. Si jamais demain j'ai mon stock de liquide inflammable qui brûle, quelles sont les conséquences pour les riverains ? Voilà, avec des règles effectivement de non-exposition des tiers à des effets irréversibles ou létaux, bien évidemment. Voilà. Et ce dossier qui est assez volumineux, qui doit être constitué par un bureau d'études, parce que difficilement vous pouvez être en capacité de faire en interne ce type de demande, eh bien l'administration, en l'occurrence toujours l'inspection des installations classées, va venir instruire ce dossier selon des délais qui ne sont pas forcément réglementés, en tout cas qui ne sont pas du tout réglementés, pardon. Contrairement à l'enregistrement où là, l'instruction est fixée dans le droit à au minimum 5 mois. Et donc, à l'issue de cette instruction, il y aura une enquête publique avec la désignation d'un commissaire enquêteur et tout un processus relativement long jusqu'à la délivrance d'un arrêté préfectoral d'autorisation. Voilà, qui vous donnera officiellement l'autorisation de fonctionner. Mais vous avez vu que le processus est beaucoup plus conséquent et beaucoup plus long. Donc, ce qu'il faut effectivement bien intégrer dans la logique de projet. J'ai tendance à dire que le temps administratif n'est pas forcément le temps industriel, donc il faut l'intégrer également. Et même règle de base que la déclaration, si demain vous vous rendez compte que
vous êtes en défaut d'enregistrement ou en défaut d'autorisation, bien évidemment, l'idée, c'est pas de faire l'autruche au regard des risques en termes de responsabilité qu'il peut y avoir, mais il faut prendre le temps de bien analyser les tenants et les aboutissants de ce classement nouveau pour établir une bonne stratégie, notamment aussi de communication vis-à-vis de l'administration. Il y a un risque que l'administration, si on était sur un niveau tel qu'autorisation, nous dise fermeture de l'établissement, vous n'avez plus le droit d'exploiter, vous auriez dû faire votre dossier d'autorisation et vous pourrez vous rouvrir dans un an, le temps que vous régulariziez la situation. Alors, bien heureusement, non, ça ne se passe pas comme ça. On peut arriver à ces extrêmes, mais c'est que avant, il y aurait eu plusieurs alertes qui auraient été non respectées. Non, si demain, on prend un scénario d'un inspecteur des installations classées qui frappe à la porte d'une entreprise et qui découvre au travers d'un contrôle inopiné un défaut d'autorisation, l'inspecteur des installations classées, qui a une mission de police de l'environnement, a obligation d'établir un procès verbal et vraisemblablement, 99 fois sur 100, il mettra en demeure l'installation se régulariser sous un délai de 3, 6, 9 mois en fonction des circonstances. Et un arrêté de mise en demeure, ce n'est finalement qu'un rappel à la loi. Vous auriez dû savoir que vous étiez soumis à autorisation. Je vous rappelle cette obligation. Je vous laisse un délai pour vous régulariser. Par contre, c'est vrai, si après 1, 2, 3 ou 4 mises en demeure, il n'y a toujours aucune action qui est engagée par l'industriel, il peut y avoir des sanctions plus importantes. Consignation de somme, voire effectivement fermeture de l'activité, mais ça, ce sont vraiment des cas extrêmement rares. Oui. Voilà. Ok, je vois que tu avais mis dans la présentation le détail. Oui, alors vous verrez hein, quand on communiquera les slides, le détail des différentes procédures qui, encore une fois, sont assez complexes, notamment plus on se rapproche d'une procédure complète dite d'autorisation. Et là encore, ce sont des choses extrêmement simplifiées que je vous présente là. Dans des cas, il peut y avoir des choses beaucoup plus complexes. Voilà. Et, globalement, moi, ce que vous pouvez retenir, c'est déclaration, vous pouvez gérer relativement seul. Sur les niveaux du dessus, il faut assez souvent se faire accompagner et a fortiori sur l'autorisation. C'est difficile de le faire seul au niveau industriel. Il y a des routines et ça vaut le coup de s'appuyer sur des cabinets spécialisés sur Apora pour avancer là-dessus. Voilà. Et puis effectivement, on est toujours sur les conséquences. Donc là, on n'a parlé que des conséquences administratives. Et après, on va rentrer un petit peu dans le fond des choses. Il va y avoir effectivement des conséquences en termes d'aménagement, d'exploitation, de suivi finalement, puis de performance environnementale. Donc si on est soumis à déclaration ou déclaration avec contrôle, parce que c'est un régime de déclaration un peu particulier, hein, j'en ai pas encore parlé, ben dans la nomenclature des installations classées, en fait, vous verrez quand vous rentrerez dans le détail d'une rubrique, il y a le numéro de la rubrique, le libellé, est-ce qu'on est soumis à déclaration, enregistrement, autorisation, puis en face, il y a une colonne qui s'appelle AMPG. AMPG comme arrêté ministériel de prescription générale, qui est en fait le socle réglementaire des prescriptions que l'exploitant devra respecter s'il relève de l'une ou l'autre des rubriques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces AMPG ? Il y a des règles d'aménagement. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir implanter votre installation à moins de X mètres d'une limite de propriété ou d'une autre installation à risque. Vous allez devoir respecter des règles spécifiques de tenue au feu, par exemple, ou de résistance mécanique des équipements, enfin des installations, bâtiments, structures, plafonds, voilà, des règles de désenfumage, la localisation des risques, des consignes spécifiques de sécurité, l'accès des pompiers, le moyen d'extinction présent, et puis de la performance environnementale pure. Limitation de consommation d'eau, rejet d'eau qui doivent respecter certains paramètres, certains flux, certaines concentrations, idem pour l'air, idem pour le bruit, pas trop de bruit en limite de propriété, de jour, de nuit, et puis des obligations aussi par rapport aux déchets, et puis des obligations aussi de suivi.
mettre en place un suivi pour s'assurer par de la mesure que vous respectez bien les seuils qui sont dans cet arrêté. Voilà. Donc effectivement, les contraintes ne s'arrêtent pas à un simple formulaire déclaratif à déposer en ligne sur un site. Derrière, il y a le respect de l'arrêté ministériel. Voilà. Alors, il y a des cas particuliers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, si vous êtes soumis qu'à déclaration, la probabilité que vous voyez débarquer l'inspection des installations classées, en l'occurrence l'ADREAL, est très faible. Voilà. Pour la bonne et simple raison que l'inspection des installations classées n'a pas suffisamment d'unités d'œuvre pour aller inspecter l'ensemble des installations classées, notamment soumises à déclaration de France. Il y en a plus de 400 000 ou 450 000. L'administration n'est pas assez pourvue. C'est pour ça qu'elle a créé un régime particulier de déclaration avec contrôle. Alors, il y a des rubriques où il y a un simple régime de déclaration, puis il y a des rubriques, pas de chance, il y a une règle de déclaration avec contrôle. Et ça, en fait, c'est l'inspection des installations classées. Pour certaines rubriques qu'elle juge un petit peu plus sensibles que d'autres, eh ben, elle a délégué son obligation, enfin sa mission de contrôle à des organismes privés. Des grands organismes de contrôle que vous connaissez tous, hein, qui sont agréés par le ministère de l'Environnement et qui doivent donc venir à minima tous les 5 ans sur les établissements concernés, contrôler la conformité à l'arrêté ministériel de prescription générale. Voilà. Alors la fréquence, des fois, elle peut être basculée, enfin poussée à 10 ans, si notamment les établissements sont certifiés ISO 14001 ou autres. Voilà. Mais la règle, c'est ça. On vient payer un organisme privé pour faire la mission de contrôle de conformité de l'installation à la place de l'inspection des installations classées. Et bien évidemment, si le contrôle met en évidence des non-conformités, il y a un engagement à lever les non-conformités. Et si ces engagements ne sont pas respectés, bien évidemment qu'il y a de la communication qui se fait auprès du préfet qui, lui, derrière, pourra éventuellement avoir la possibilité entre guillemets, de sanctionner un petit peu plus lourdement. Et puis ensuite, si on bascule sur des régimes encore plus contraignants, alors là, on ne va pas respecter encore que des AMPG directement, mais plus des arrêtés préfectoraux. Pour l'enregistrement, ces arrêtés préfectoraux qui ont été signés par le préfet et qui concernent spécifiquement l'installation sont aussi fondés ou alors renvoient directement vers l'arrêté ministériel de prescription générale de la rubrique pour le régime de l'enregistrement. Avec là une structure réglementaire qui est quand même beaucoup plus consolidée, beaucoup plus forte que l'arrêté ministériel pour le régime de la déclaration. On change de division, donc les contraintes sont plus fortes, parce qu'on suppose que les nuisances environnementales associées à l'activité sont plus importantes que pour un simple régime de déclaration. Voilà. Donc avec un suivi renforcé, des fréquences de contrôle plus régulières, et par contre l'inspection des installations classées sur les établissements soumis à enregistrement sont susceptibles éventuellement de venir tous les 7 ans en moyenne vérifier la conformité réglementaire de ces établissements. Voilà. Et puis enfin, on finit par le meilleur, le régime de l'autorisation, où là on aura un arrêté préfectoral qui sera vraiment spécifique, qui sera rédigé de la main de l'inspecteur des installations classées, spécifiquement à l'établissement qui relèvera de l'autorisation, avec des contraintes qui seront, là encore, vraisemblablement renforcées, voilà, que le régime de l'enregistrement. Voilà. Et des inspections qui peuvent être beaucoup plus fréquentes. Alors, le ministère a établi comme ça des règles de doctrine en matière de contrôle sur les installations classées. Généralement, les établissements enregistrés et à faible enjeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, environ une fois tous les 7 ans. Voilà. Les établissements qui sont un petit peu plus sensibles, ou les autorisés, on va dire lambda, une fois tous les 3 ans. Et puis les établissements qui sont sensibles ou à risque, comme certaines installations ID, les entreprises Céveso, c'est une fois par an. Mais une fois par an sur une thématique. Ce qui veut dire qu'un établissement Céveso peut avoir plusieurs contrôles par an. Je discutais pas plus tard que ce matin avec une collaboratrice qui a un passé sur site Céveso. En 2020, ils sont venus 5 fois à l'inspection des installations classées sur son site pour les contrôler sur différents sujets en lien avec les ICPE. Voilà.
Donc, si je comprends bien, quand je fais la déclaration, j'applique ce qui est marqué dans la MPG de ma rubrique. Tout à fait. Quand je bascule sur la régime du dessus, là, j'ai un texte qui m'est adapté. Donc, j'ai, avec des contraintes supplémentaires, si j'ai bien compris, mais j'ai une petite marge de négo avec l'administration. Il y a toujours une petite marge de négo avec l'administration. Même si on est sur une base qui peut être aussi cadrée par des arrêtés ministériels de prescription générale, on peut toujours aussi faire des demandes de dérogation aux prescriptions des arrêtés ministériels. Mais ces demandes de dérogation, il faut bien évidemment qu'elles soient argumentées, étayées, motivées, et ça passe à l'instruction du préfet qui, autorité environnementale, comme on aime à utiliser ce terme aujourd'hui, qui va donc statuer sur le bien fondé de cette demande de dérogation. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça se prépare. Ça se prépare, ça se travaille, ça se motive. Et il y a effectivement, notamment sur le régime de l'autorisation, au moment de la rédaction de l'arrêté préfectoral, il y a un moment d'échange entre l'exploitant et l'administration sur une version projet du texte, avant que celui-ci passe en coderst et soit signé par le préfet. Il y a toujours 15 jours où l'exploitant peut apporter ou faire des demandes de modification à l'arrêté. Demandes qui ne sont pas forcément toujours écoutées, vous l'aurez compris. Bon, alors si on zoome maintenant spécifiquement sur le secteur de la métallurgie, qu'est-ce qu'il faut bien vérifier? Alors, dans le secteur de la métallurgie, déjà, première règle, les principales rubriques, ça va être les rubriques 2500. Voilà, 2500 quelque chose. Et je vous ai fait une petite liste de toutes les rubriques spécifiques qui peuvent concerner votre activité, enfin vos activités en lien avec la métallurgie. Alors, il y a tout ce qui concerne la fonderie des métaux et des alliages. Rubrique 2550, 2551, 2552, où là, effectivement, on va avoir plus à évaluer des quantités et des flux de produits fondus et de métaux fondus pour déterminer finalement les règles de classement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est fonderie des métaux ferreux et non ferreux. Ensuite, il y a la rubrique 2560, qui est la principale rubrique du secteur, la rubrique historique du secteur de la métallurgie. C'est le travail mécanique des métaux. Comme je le disais tout à l'heure, là, le critère de classement, ça va être une puissance électrique installée pour l'ensemble des équipements susceptibles de fonctionner en même temps et qui concourent à l'activité de travail mécanique des métaux. Voilà. Donc, travail mécanique des métaux, ça va être tout ce qui va mettre en forme la matière métallique. Donc, effectivement, des tours, des cintreuses, des rectifieuses, enfin, tout ce qui va percer, travailler, découper, plier la matière métallique. Ensuite, il y a tout ce qui relève du traitement thermique, trempe, recuit, revenu. Le traitement en bain de sel fondu également. Rubrique 2562. Et puis ensuite, on va rentrer dans les activités de nettoyage dégraissage. Alors 2563, c'est le dégraissage lessiviel, où là, ça va être l'utilisation de produits lessiviels pour nettoyer une surface d'un métal qui aura été éventuellement préalablement contaminé suite à un travail mécanique par des huiles ou autres, ou du dégraissage avec des solvants organiques. Et là, ça va être la rubrique 2564. Et donc là, les critères de classement, ça va être souvent des volumes de cuves, des volumes de bains de traitement. Voilà. Idem pour la rubrique 2565, où là, on aura tout ce qui est traitement chimique, finalement, des métaux, où là, ça va être également un volume de bain qui va déterminer si oui ou non on est soumis aux ICPE, et si oui, sous quel régime. Il va y avoir également du nettoyage des capages par traitement thermique, ensuite de la galvanisation 2567, une rubrique que parfois on oublie un petit peu, le grenaillage, la rubrique 2575, où là ça va être une puissance de grenaillage. Alors ça ne va pas forcément être une puissance électrique, ça peut être aussi une puissance pneumatique, le libellé de la rubrique ne le précise pas, il peut y avoir quelques petites spécificités. Et puis derrière, il va y avoir aussi possiblement, et là on va sortir finalement des rubriques 25 quelque chose, on va sortir du secteur spécifique de la métallurgie, puis on va aller vers d'autres rubriques, mais qui sont assez courantes, comme l'application de peinture ou de vernis, rubrique 29-40,
où là, effectivement, il va y avoir différents sous-rubriques en fonction d'une activité peinture poudre, d'une application par pulvérisation liquide, d'une application au trempé éventuellement. Et là, ça va plutôt être soit un volume de cube, soit un flux, une quantité maximale susceptible d'être utilisée à la journée. Et puis, il y a une rubrique qui est un peu une rubrique parasite, qui est une rubrique assez nouvelle, qui est l'utilisation de solvants organiques. Voilà. Alors, vous allez peut-être être concerné par les solvants organiques parce que vous utilisez des peintures et des vernis dans lesquels il y a des solvants organiques, ou alors vous faites du nettoyage, dégraissage avec des solvants organiques. Donc, vous vous dites, bah, c'est bon, hein, je suis déjà rentré dans la nomenclature par le biais de cette porte-là, je ne vais pas ouvrir une autre porte. Ben si, c'est le cas particulier des solvants organiques où il ne faut pas oublier également d'aller regarder la nouvelle rubrique 1978 qui a une vingtaine de sous-rubriques pour vérifier que vous n'êtes pas concerné, où là il va y avoir des quantités annuelles de solvants organiques consommés à l'année qui vont vous faire basculer généralement sous un régime de déclaration. Voilà. J'ai pas mis dans cette liste-là toutes les rubriques dites 3000 qui concernent également le secteur de la métallurgie, au travers la fonderie, le travail mécanique et le laminage notamment, au travers le traitement de surface. Mais il faut aussi ne pas oublier d'aller regarder les rubriques 3240 à 3260 de la nomenclature des installations classées, qui sont des rubriques dites IED, donc là avec des gros volumes d'activité, et qui sont des volumes, et qui sont des activités un petit peu spécifiques, puisque leur vocation, leur motivation d'existence, c'est aussi avant tout d'être en conformité avec une directive européenne qui vise à uniformiser les niveaux de performance à l'échelle de l'Europe sur ce type d'activité, en leur demandant également de se conformer à ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles, les MTD. Ce sont des cas un petit peu particuliers, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Ouais, plutôt des grosses installations. Petit point de vigilance, parce que j'étais pas mal interrogé moi l'année dernière, et je trouve que l'année dernière, je ne sais pas pourquoi l'Adréal a pris des stagiaires, et en fait les stagiaires, ils vont se balader sur vos sites internet des entreprises et ils regardent ce que vous proposez comme activité. Et s'ils commencent à voir que vous faites du dégraissage, et ben du coup, ils viennent après dans l'entreprise, ils peuvent venir dans l'entreprise pour justement, comme le disait Fabien, regarder les volumes de vos activités de dégraissage. Donc, quelque part, attention aussi à ce que vous mettez comme activité sur vos sites internet. C'est une source d'information également de l'administration qui va regarder si potentiellement vous êtes dans le scope d'une des rubriques et que vous n'apparaissez pas dans les fichiers de l'administration. C'est un pied d'information assez facile pour l'administration. Oui, tout à fait. Il faut être vigilant avec ça. Et sur ce type d'activité spécifiquement aussi, bien penser à aller regarder un petit peu toutes les activités qu'il peut y avoir dans tous les compartiments et dans toutes les composantes de l'installation. Souvent, dans un atelier de maintenance d'une entreprise, on a une fontaine de dégraissage au solvant qui est associée à un fût de 200 litres. Et comme par hasard, le seuil de classement pour un régime de déclaration, c'est 200 litres. Voilà. Donc soyez vigilants à ça, même si vous n'avez pas d'activité de dégraissage solvant organique en tant que tel dans vos procédés, peut-être que dans vos ateliers de maintenance, vous avez une fontaine de dégraissage qui possiblement peut être classable par cette rubrique 2564. C'est un exemple parmi d'autres. Donc ça, c'était les rubriques spécifiques méta. D'autres rubriques qui pourraient concerner justement les adhérents qui ne sont pas dans les 25. Ouais, tout à fait. Alors, passer ces petites photos qui doivent peut-être rappeler quelques conditions d'exploitation à certains. Ouais, complètement, Luc. Il y a d'autres rubriques qu'il ne faut pas oublier. Dans la série 29 quelque chose qui concerne tous les équipements, eh bien, il y a la rubrique 2910. Qui est la rubrique combustion. Là, vous avez une chaudière pour produire de la vapeur ou produire de l'eau chaude. Et bien effectivement, il y a cette rubrique combustion qui peut vous concerner en fonction de la puissance thermique de votre installation. Vous avez besoin de chaud, mais vous avez peut-être aussi besoin de froid. Voilà. Donc des tours aéro-réfrigérantes.
possiblement. Là aussi, c'est une rubrique spécifique qui va exister, c'est la 29-21. Alors, vous aurez compris que la 29-10 combustion, on va réglementer tout ce qui est rejet atmosphérique et éventuellement les risques associés à ça. Et puis 29-21, tour aéroréfrigérante, c'est le risque de prolifération et de dispersion de légionnelles dans l'environnement. Voilà. Il y a la rubrique 29-25 qu'on a évoquée tout à l'heure sur les chargeurs d'accumulateurs, effectivement, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il y a toute la série des 4000, des rubriques dites Céveso. Parce que vous pouvez avoir des liquides inflammables, par exemple des peintures, des vernis ou des solvants. Voilà. Vous pouvez avoir des produits pétroliers, pardon, hein, effectivement, une cuve, même si on en a de moins en moins, mais une cuve fuel ou d'autres produits qui peuvent être stockés. Ben, n'oubliez pas la rubrique 47-34 éventuellement. Ou des gaz. Voilà, donc des gaz inflammables liquéfiés, 47-18, ou de l'hydrogène, ou de l'oxygène, ou de l'acétylène, mais aussi d'autres rubriques un peu génériques parce que les produits chimiques que vous utilisez pour le traitement de vos métaux peuvent avoir quelques propriétés de danger. Et là, il convient effectivement de faire le lien entre votre fiche de données de sécurité et les éventuelles propriétés, mentions de danger de vos mélanges au regard de certaines rubriques. J'ai listé 41 quelque chose parce que ce sont des rubriques pour les toxiques et 45 quelque chose parce que ce sont des produits dangereux pour l'environnement. Ça aussi, ce sont des rubriques qui peuvent ici ou là vous concerner. Et puis je terminerai avec 3 rubriques qui sont un peu standards à l'échelle industrielle. On va retrouver quasiment sur chaque site des groupes froids, qui peuvent être soit des grosses centrales réversibles qui assurent le froid bâtiment, pas forcément que le froid process, voilà, qui peuvent être concernés effectivement par une rubrique qui est la rubrique 1185, voilà, où là on va essayer de réglementer finalement le risque de dispersion de gaz à effet de serre fluoré dans l'atmosphère. Il va y avoir la rubrique 1435 pour tout ce qui est distribution de carburant. Voilà. Et puis, une des rubriques les moins sympathiques de la nomenclature avec, je dirais, la 2910 combustion, c'est la rubrique 1510. Entrepôt couvert de matières combustibles. Voilà. Où là, avec les conséquences de l'accident de Lubrizol en 2019, il y a eu un renforcement réglementaire assez conséquent. Donc, si j'avais un conseil important à vous donner aujourd'hui, faites en sorte de ne pas être classé 15-10, puisque c'est extrêmement contraignant et extrêmement complexe comme contrainte réglementaire à appliquer par la suite. Et bien, merci pour toutes ces informations. Dernier petit point, et puis je vois qu'en plus il y a eu une question, sur le sujet, donc ça tombe plutôt très bien. Mon site vit. Oui, oui, c'est bien. C'est plutôt tant mieux. Comment je gère justement toutes ces évolutions, comment j'anticipe les évolutions à la hausse ou à la baisse de mes activités. Alors, vous l'aurez compris, comme le disait Luc, l'installation, elle vit, il y a des modifications d'activité. Déjà, la première règle de base, c'est bien évidemment de suivre régulièrement son positionnement ICPE quand il a été fait. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas classé sur une rubrique qu'il faut l'oublier, la mettre dans un carton. Il faut quand même la suivre parce que vos évolutions d'activité font que demain vous pouvez éventuellement basculer et dépasser un seuil. Voilà. Derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évolution, je dirais, pour une rubrique et la bascule d'un seuil à un autre, il faut le distinguer, je dirais, à 2 niveaux. Soit il s'agit d'une modification réglementaire, c'est le législateur qui décide à un moment donné de dire le seuil qui était à ce niveau-là, à niveau 1, jusqu'à présent, je vais le basculer à 0. Donc tous ceux qui étaient à 1, qui n'étaient pas classés, enfin qui étaient en dessous de 1, deviennent classés par la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une modification due à un changement réglementaire et vous avez la possibilité de faire valoir votre droit d'antériorité si vous vous faites connaître dans l'année qui suit la modification réglementaire. Voilà.
Après, derrière, les modifications d'activité, c'est souvent aussi de votre fait, et c'est tant mieux parce que vos installations vivent, elles évoluent, elles changent. Et là, sur le principe, il y a une règle de base qui est que tout changement notable des conditions d'exploitation et d'aménagement doivent être portés à la connaissance du préfet avant la réalisation. Voilà. Et donc, sur le principe, je vous invite, dans vos modifications d'activité, à communiquer à l'ADREAL, qui est finalement le bras armé du préfet, en l'occurrence, vos modifications d'activité via ce qu'on appelle un document de portée à connaissance qui va évaluer l'évolution d'activité au regard du positionnement ICPE, puis aussi la façon dont vous projetez de gérer les nuisances environnementales associées à cette évolution d'activité. Voilà. Après, une fois que j'ai dit ça, on peut rentrer dans un niveau de détail absolu et extrêmement complexe, puisque l'administration, je vais essayer de faire simple, c'est pas forcément évident parce je suis encore sous le coup d'une note qui a été produite à la fin de l'année 2021, qui a essayé de faire la lumière sur la notion de modification et c'est absolument imbuvable. Donc en 2 mots, effectivement, il faudra faire la distinction entre le fait que votre modification est dite substantielle. Là, c'est une modification vraiment de grande envergure, de grande importance, qui nécessite finalement quasiment de repartir à zéro, et donc de reproduire une nouvelle autorisation environnementale, éventuellement si vous êtes soumis au régime de l'autorisation. Voilà. Donc avec dossier, avec enquête publique et temps administratif long. Ou alors s'il s'agit d'une simple modification, pas substantielle, mais notable, qu'il convient bien évidemment de communiquer à l'administration, mais qui ne donnera pas lieu à tout un nouveau processus d'autorisation. Voilà. Mais sur le principe, de toute façon, il y a une information à faire à minima à l'inspection des installations classées. Alors bien évidemment, la modification, si vous changez 3 Fenwick, que vous changez de produit dans votre fontaine de dégraissage ou vous changez 3 ampoules par 3 LED, il n'y a pas lieu de le communiquer à l'administration, on est bien d'accord. Par contre, si vous construisez un entrepôt tout neuf, que vous rajoutez 3 lignes de fabrication, que vous doublez la puissance thermique de votre chaudière, là, effectivement, il y a nécessité de communiquer à l'administration par le biais d'un document dit de portée à connaissance. Et l'administration effectuera et statuera avec vous sur le caractère notable ou substantiel de la modification. Mais voilà, le conseil de base, c'est bien évidemment de communiquer, d'être en transparence avec l'administration, de préparer suffisamment à l'amont, si c'est possible, votre projet en s'attachant les services de quelqu'un qui vous permettra effectivement de cerner les conséquences de la modification d'activité et d'anticiper dans le projet industriel finalement la partie stratégie et ingénierie administrative, je vais l'appeler comme ça. Et être bien vigilant parce que aussi sur ces documents-là, et on a plein d'exemples tous les jours, le temps administratif n'est pas le temps industriel. Voilà. Donc, il est souvent, et j'ai plein d'exemples sous la main, on est souvent confronté finalement à des modifications d'activité qui ont eu lieu et on communique a posteriori et puis l'administration instruit la modification une fois qu'elle a été mise en service et qu'elle fonctionne. Bah oui, mais parce que l'administration n'est pas capable en 1 mois ou en 2 mois de donner sa réponse sur un document de portée à connaissance. Voilà. Ok, bah merci pour cette présentation. Juste un petit temps avec quelques échanges. Je vais mettre fin à la présentation. Hop là. Alors, je vois qu'il y avait des questions. Une première question sur les bornes de recharge, sur les véhicules électriques. Ouais. Est-ce que ça a un impact, en fait? Est-ce Oui. qu'il y a une rubrique ICPE? Oui. Il faut regarder la rubrique 29-25 qui, de mémoire, a été complétée il n'y a pas très longtemps sur cette question-là. Alors, j'ai plus l'intitulé précisément en tête, mais oui. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Donc Fabien, tu as été parfaitement clair. Je ne sais pas. Merci, je te remercie, Luc. Sur ces sujets-là, comme je vous le disais, hein, c'était un premier webinaire pour défricher clairement le périmètre des ICPE. On va être amené à enrichir ces sujets-là et à aller zoomer peut-être sur des rubriques, peut-être sur des thématiques. On a parlé beaucoup aujourd'hui vous avez une nouvelle installation, mais il y a des choses à gérer en cas de cessation d'activité. Donc peut-être à nouveau, on reviendra sur ces questions-là. L'idée, c'est qu'on va s'adapter quelque part à la demande que vous nous faites au niveau des adhérents. Donc n'hésitez pas, hein. Je vous ai envoyé l'invitation, je vous ai envoyé les liens de connexion. N'hésitez pas à répondre, à revenir vers moi en me disant « j'aimerais bien qu'on puisse approfondir tel ou tel sujet ». On a d'ores et déjà planifié un autre webinaire de ce type-là en décembre. J'ai pas la date sous le coude, plus ciblé là sur la gestion des déchets. Mais écoutez, on peut avancer sur cette rubrique, sur cette thématique ICPE en parallèle. On va s'adapter à vos demandes, en espérant que ce nouveau format court d'1 heure puisse vous convenir. Et puis, de nouveau, on est là en back-office sur les questions que ça a levées, ou moi directement, ou avec l'association, avec Apora, qui peut également répondre à une partie des questions des adhérents de l'UIMM. Voilà, un grand merci Fabien, merci à tous de votre attention. Merci à vous.